À dater de ce jour, je me consacrais presque exclusivement à l'étude des sciences naturelles et surtout à celle de la chimie, dans le sens le plus étendu du terme. Je lus avec passion les ouvrages relatifs à cette science, rédigés par les savants modernes. Ces ouvrages où brillent leur génie et leur discernement. Je suivis les cours et fréquentai les savants de l'université. Je reconnus même en M. Cramp beaucoup de bon sens et une large érudition, même si sa physionomie et ses allures restaient rébarbatives. Mais ses qualités intellectuelles n'en étaient pas affectées. M. Wellman se révéla un véritable ami. Sa douceur excluait tout dogmatisme et son enseignement était dispensé avec franchise et naturel, sans le moindre soupçon de pédanterie. De mille et une façons, il m'ouvrit le chemin du savoir et me rendit claires et commodes les théories les plus abstraites. Mon application avait d'abord été fluctuante et incertaine. Elle se renforça à mesure que je progressais et devint bientôt si ardente que souvent l'eau me surprenait encore en train de travailler dans mon laboratoire. Avec une application aussi opiniâtre, il était facile de concevoir que je fis de rapides progrès. Mon ardeur étonnait les étudiants, mes progrès stupéfiaient mes maîtres. Souvent avec malice, le professeur Cramp me demandait comment allait Cornelius Agrippa, dans le même temps que M. Wellman, lui, exprimait sa satisfaction. 2 ans se passèrent ainsi, sans que j'allasse à Genève, tant je m'étais engagé, corps et âme, à poursuivre mes travaux. Ceux qui connaissent cela, ceux qui sont fascinés par la science, savent qu'il existe des branches où nos devanciers ont tout découvert, alors que dans le domaine de la science, on découvre toujours du nouveau. Une intelligence moyenne qui se meut strictement et assidûment dans un seul secteur doit, c'est infaillible, y faire de grands progrès. J'avais, moi, sans cesse, poursuivi le même but, tout entier absorbé par cette tâche, et j'avançais si vite qu'au bout de 2 ans, je réussis à améliorer plusieurs instruments de chimie, ce qui me valut beaucoup d'estime et de considération dans l'université. Arrivé à ce point, ayant aussi bien assimilé la théorie que la pratique et tout le savoir que pouvaient m'inculquer les professeurs d'Ingolstadt, je jugeais que ma résidence dans cette ville n'était plus nécessaire à mes progrès. J'envisageais alors de retourner auprès de mes parents dans ma ville natale, lorsque se produisit un événement qui prolongea mon séjour. Un des phénomènes qui avait singulièrement retenu mon attention était la structure du corps humain, et même de tout être doué de vie. D'où vient, me demandais-je souvent, le principe de la vie? Une question hardie qui de tout temps avait constitué un mystère. Pourtant, que de secrets ne dévoilerions-nous pas si la lâcheté et la négligence ne venaient perturber nos recherches? Je ruminais ces circonstances et décidai bientôt de m'appliquer plus particulièrement au domaine des sciences naturelles qui se rapportent à la physiologie. Si je n'avais pas été animé d'un enthousiasme extraordinaire, l'étude de cette branche m'aurait paru ennuyeuse et presque intolérable. Pour examiner les causes de la vie, nous devons d'abord connaître celles de la mort. Je me tournai vers l'anatomie, mais ce ne fut pas suffisant. Je devais aussi observer la décomposition naturelle et la corruption du corps humain. Dans mon éducation, mon père avait pris toutes ces précautions pour que mon esprit ne soit pas impressionné par des horreurs surnaturelles. Je ne me souviens pas d'avoir tremblé pour une superstition, ni d'avoir craint l'apparition d'un spectre. Les ténèbres n'avaient pas d'effet sur mon imagination et un cimetière était seulement pour moi le reposoir des corps vidés de vie qui, après avoir connu la beauté et la force, deviennent la proie des vers. Et maintenant, j'étais amenée à examiner les causes et l'évolution de la corruption, à passer mes jours et mes nuits dans des caveaux et des charniers. Mon attention se concentrait ainsi sur l'objet le plus insupportable à la délicatesse des sentiments humains. Je voyais l'enlaidissement et la dégradation des formes les plus pures, j'assistais à l'action dévastatrice de la mort, ronger et détruire la vie. Je découvrais la vermine se nourrir de l'œil et du cerveau. Je fixais, j'observais, j'analysais en détail les causes et les effets, les passages de la vie à la mort et de la mort à la vie. Et puis des ténèbres, une soudaine lueur jaillit dans mon cerveau, une lueur si brillante, si merveilleuse, et pourtant si simple, que j'en fus ébloui. Elle m'ouvrait d'immenses perspectives, et je fus étonné que parmi tous les hommes de génie qui avaient mené des expériences et entrepris des travaux
dans le même sens, je fusse le premier à qui devait être réservé le privilège de découvrir un aussi formidable trésor. Souvenez-vous-en, je ne vous rapporte pas la vision d'un fou. Aussi vrai que le soleil brille au firmament, je vous affirme que c'est la vérité. Quelques miracles s'est produit sans doute, et pourtant, les étapes de ma découverte ont été distinctes et probantes. Après des jours et des nuits de labeur incroyables et de fatigue, je découvrais la cause de la génération et de la vie. Davantage, je devenais capable d'animer la matière inerte. L'étonnement dont je fus saisi avec cette découverte fit bientôt place à l'allégresse. Après un travail long et pénible, la réalisation de mes désirs constituait une juste récompense. Et cette découverte était si considérable, si prodigieuse, que j'oubliais que je n'y étais arrivé que petit à petit, et que je ne considérais que le résultat. Ce qui avait été étudié et désiré par les savants les plus éminents depuis la création du monde était à présent à ma portée. Mais ce n'était pas comme par magie que tout m'apparaissait. La certitude que j'avais acquise était plutôt de nature à diriger mes efforts vers un but précis, car celui-ci n'était pas encore atteint. J'étais comme l'Arabe qu'on avait enterré avec les morts et qui, parce qu'il avait découvert une lueur d'apparence insignifiante, allait pouvoir gagner le monde des vivants. Je constate, mon ami, à votre impatience, à l'étonnement et à l'expectative que manifestent vos yeux, que vous vous attendez à ce que je vous révèle mon secret. Je ne peux pas le faire. Écoutez patiemment la suite de mon histoire et vous allez comprendre pourquoi je reste sur la réserve. Je ne peux pas vous entraîner, imprudent et ardent comme je l'étais moi-même, vers votre destruction et votre ruine. Apprenez sinon par mes préceptes, du moins par mon exemple, combien il est dangereux d'acquérir le savoir et combien est plus heureux l'homme qui croit que sa ville natale est le centre de l'univers et qui n'aspire pas à dépasser ses limites naturelles. Lorsque je m'aperçus que je possédais un pouvoir aussi étonnant, j'hésitais longtemps sur la manière dont je l'utiliserais. J'étais donc capable d'animer la matière, mais créer aussi un organisme avec l'entrelacement de ses fibres, de ses muscles et de ses veines. Voilà qui représentait un travail d'une incroyable difficulté. Et d'abord, je ne savais pas si je tenterais de créer un être qui me ressemblerait ou un organisme plus simple. Mon premier succès avait à ce point exalté mon imagination que je ne doutais pas de ma capacité d'animer un animal aussi complexe et aussi merveilleux que l'homme. Les matériaux dont je disposais ne semblaient guère convenir à une entreprise aussi délicate et aussi ardue, mais cela ne devait pas handicaper mon succès. J'étais préparé à affronter une multitude de revers. Mes essais pouvaient sans cesse être infructueux, et en définitive, mon œuvre pouvait se révéler imparfaite. Toutefois, je n'avais qu'à considérer les progrès que s'effectuaient tous les jours dans le domaine de la science et de la mécanique pour espérer que mes tentatives actuelles constitueraient les fondements de mon futur succès. Dans l'ampleur et la complexité de mon plan, rien ne prouvait que ce fût impossible. Ce fut dans cet état d'esprit que j'entrepris la création d'un être humain. Les dimensions réduites de certaines parties du corps de l'homme m'empêchèrent d'avancer rapidement dans mon travail. Aussi, je décidai, au rebours de ma première intention, de mettre au point une créature de stature gigantesque. Il aurait plus ou moins 8 pieds de haut, et sa carrure serait en proportion de sa taille. Cette décision prise, je passai plusieurs mois à rechercher et à se préparer mon matériel, et je me mis au travail. Personne ne peut concevoir la diversité des sentiments qui, dans le feu de l'enthousiasme, me poussèrent en avant, telle une tornade. La vie et la mort m'apparaissaient comme des limites idéales qu'il y avait lieu de surmonter avant de répandre sur le monde obscur un torrent de lumière. Une espèce nouvelle me bénirait comme son créateur. J'allais donner la vie à de multiples créatures bonnes et généreuses, et nul père n'allait plus que moi mériter la gratitude de ses enfants. Dans le cours de mes réflexions,
germait l'idée que si je pouvais animer la matière inerte, ce qui plus tard allait devenir impossible, je serais aussi à même de redonner le jour, de redonner la vie à un corps apparemment voué à la décomposition. Ces pensées me soutenaient tandis que je poursuivais ma tâche avec un acharnement infatigable. À cause de mes études, mes traits étaient devenus pâles et j'avais fortement maigri. Parfois, sur le point de réussir, j'essuyais un échec, mais je me raccrochais toujours à l'espoir que, le jour suivant, les heures suivantes, verraient la réalisation de mes projets. Le secret que j'étais seule à posséder m'occupait tout entier, et la lune assistait à mon travail nocturne, tandis qu'avec obstination et impatience, je sondais les mystères de la nature. Qui pourrait imaginer l'horreur de mon labeur secret lorsque je profanais l'humidité des tombes ou torturais quelque animal vivant pour arracher la vie à la matière inerte? En y pensant, j'en tremble et mon regard se trouble. Mais une rage irrésistible, la frénésie, me poussait en avant. Il semblait que toutes mes sensations n'existaient qu'en fonction de ce but. Mais ce n'était qu'une transe passagère, et quand cette excitation démesurée cessait d'opérer, je revenais à mes anciennes habitudes. Je réunissais les os dans les charniers, et mes doigts immondes violaient les extraordinaires secrets du corps humain. J'avais aménagé une chambre, ou plutôt une cellule, tout en haut de ma maison, séparée des autres pièces par une galerie et un escalier. La cellule de mes créations abjectes. Mes yeux sortaient de leurs orbites quand je les contemplais. La salle de dissection et l'abattoir me fournissaient la plupart de mes matériaux. Et souvent, mon naturel sensible me faisait détourner avec dégoût mon travail. Nonobstant, poussé par une curiosité toujours plus accrue, je m'approchais du but. Les mois d'été s'écoulèrent alors que j'étais corps et âme tout à mon travail. La saison était superbe. Jamais les champs n'avaient produit autant de récoltes et les vignes luxuriantes autant de vin. Mais mes regards restaient insensibles au charme de la nature. Et les mêmes sentiments qui me faisaient oublier les paysages alentours me détournaient aussi de mes amis, dont j'étais éloignée de plusieurs lieues et que je n'avais plus revus depuis longtemps. Je savais que mon silence les inquiétait, et je me souvenais très bien des paroles de mon père. Je sais que quand tu seras content de toi, nous aurons ton affection, et que tu nous donneras régulièrement de tes nouvelles. Mais pardonne-moi de te dire que je considérerai toute interruption de ta correspondance comme une preuve de négligence de tous tes autres devoirs. J'étais donc parfaitement conscient des sentiments de mon père, mais je ne parvenais pas à détacher mes pensées de mon travail qui, même s'il était répugnant, exerçait un irrésistible attrait sur mon imagination. À dire vrai, je ne voulais éprouver aucun sentiment d'affectation. Jusqu'à ce que mon œuvre, qui devait bouleverser toutes les lois habituelles de la nature, fût accomplie. Je croyais alors que ce ne serait pas juste si mon père attribuait ma négligence au vice ou à quelque faute de ma part. Pourtant, je m'aperçois aujourd'hui qu'il avait raison de penser que je n'étais pas tout à fait à l'abri d'un blâme. Un être humain qui veut se perfectionner doit toujours rester lucide et serein, sans donner l'occasion à une passion ou à un désir momentané de troubler sa quiétude. Je ne pense pas que la poursuite du savoir constitue une exception à cette règle. Si l'étude à laquelle vous vous appliquez a tendance à mettre en péril vos sentiments et votre goût des plaisirs simples, c'est que cette étude est certainement méprisable, c'est-à-dire impropre à la nature humaine. Si cette règle avait toujours été observée, si les hommes renonçaient à toute tâche qui serait de nature à corrompre et compromettre la tranquillité de leurs affections familiales, la Grèce n'aurait pas été asservie, César aurait épargné son pays, l'Amérique aurait été découverte par petites étapes sans que fussent anéantis les empires du Mexique et du Pérou. Mais je m'oublie à faire de la morale au moment le plus intéressant de mon histoire, et vos regards m'invitent à poursuivre. Mon père ne m'adressait aucun reproche dans ses lettres. Mon silence l'incitait seulement à s'informer davantage sur mes préoccupations.
L'hiver, le printemps, l'été passèrent, et je travaillais toujours. Mais je n'étais pas attentif, ni aux fleurs, ni à l'épanouissement des bourgeons. Chose qu'auparavant je regardais avec délice, tant mes recherches m'absorbaient. Les feuilles cette année-là s'étaient flétries avant que mon travail n'approchât de sa fin. Chaque jour néanmoins me confirmait dans la réussite de mon entreprise, bien que mon enthousiasme se transformât parfois en inquiétude. J'avais plutôt l'impression d'être un esclave condamné à travailler dans une mine ou à exécuter quelque tâche insalubre. Non un artiste qui s'adonne à son occupation favorite. Chaque nuit, j'étais oppressée par la fièvre et je commençais à devenir de plus en plus nerveux. La chute d'une feuille me faisait sursauter, je fuyais mes semblables comme si j'étais coupable d'un crime. Parfois, je m'alarmais en voyant quelle épave j'étais devenue. Seul mon acharnement me soutenait encore. Mes travaux allaient finir. Je me disais que les exercices et les distractions auraient vite fait de chasser cette étrange maladie. Et je me promis de me reposer une fois ma création accomplie.